OK, donc, exercice 4.1. Donc, au chapitre 4, analyse pour les charges routières. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on a déterminé nos facteurs d'essieu. On a utilisé la méthode simplifiée pour déterminer nos facteurs d'essieu et ensuite calculer nos efforts dus aux surcharges de camion. Ensuite, on a fait un modèle grillage, 2 voies, 3 voies. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est la même chose, mais à l'aide d'un modèle Quick Bridge avec CSI Bridge. Donc, on se souvient que notre pont, c'est un pont assez simple, simplement supporté avec 4 poutres espacées à 3,4 mètres. Donc, on peut maintenant aller déterminer nos efforts avec Quick Bridge. Donc, vous allez voir ici, à l'exercice 4.1 version 2, j'ai rajouté une colonne ici, donc Quick Bridge avec Default Planes. On va voir comment Quick Bridge assigne automatiquement un nombre de voies. Donc, première chose dans CSI Bridge, donc on va faire nouveau projet. Et ensuite, on va sélectionner les bonnes unités, mais également Quick Bridge. Donc là, vous avez une multitude d'options à entrer. Donc ici, vous avez Span Length, okay, la longueur des travées. Donc on vous dit par exemple que si vous avez plusieurs travées, chacune des travées doit être séparée par un semi-colonne ou un point-virgule. Donc nous, on a seulement une travée de 32 mètres. Ensuite, vous pouvez sélectionner le type de pont que vous avez là, au niveau du tablier. Okay, donc nous, ce qu'on a, c'est un Steel Eye Girder. Okay, et là, on peut venir y insérer les propriétés du tablier. Donc, vous avez ici un tablier avec poutre en acier. Donc, Total Width. Donc là, je dois procéder aux ajustements. Donc, la largeur totale de notre pont, c'était 12,7. Number of Interior Girder, donc 2, 4 poutres au total. Et là, on voit qu'au niveau des girders, OK, il nous a mis par défaut Frame Section 1. Donc, nous, on va aller incorporer nos poutres, le W1100 par 390. Donc, je peux le faire ici avec Modify Show Properties, Frame Section. Et là, je vais faire Import. Donc, matériaux Steel, poutre en I. Et là, je vais aller chercher Canadian Institute of Steel Construction. Un peu trop dans le béton. Et là, je vais aller chercher la poutre qui m'intéresse. Donc, c'est une W1100 par 390. Parfait. Et si on veut également ajouter la poutre de rive, on peut le faire. On pourra ajuster ça dans notre modèle. C'est une W530 par 109. Et voilà. OK, donc là, faites pas X ou cancel, faites OK et OK. Et là, je vais venir sélectionner la poutre qui constitue mon tablier. Donc ça, c'est bien. Ensuite, je dois ajuster d'autres paramètres. Donc, vous avez ici là, L3, L1, L2. OK, donc quand vous avez des parties en porte-à-faux un petit peu plus minces que la dalle. Donc, nous, notre dalle, vous avez ici T1, il est ici T1. Donc, T1, c'est 0.2, hein, 200 mm, notre dalle. Et ensuite, je vais devoir changer L2, ici est L1. Donc, L1, c'est la Left Overhang Length. Donc, moi, c'est 1,25. Même chose pour L2. Excellent. Donc, vous avez ici là, un petit schéma là, de votre pont, de la façon que vous l'avez défini. Donc, ça semble bien. On peut peut-être également changer T6 et T5 à 0,2. OK. Donc, évidemment, dans cette fenêtre-là, vous ne pouvez pas dire le nombre de poutres. OK. Vous pouvez seulement spécifier une longueur totale, une largeur totale. OK. Ensuite, vos parties en porte-à-faux. Et vous spécifiez le nombre de poutres intérieures. Donc, ça devrait vous donner l'espacement que vous avez. Donc, on va vérifier une fois que le modèle va être généré. Donc, je pense que là, tout est beau pour la définition de notre tablier. On va laisser les paramètres
par défaut pour Substructure. Au niveau des Live Load. Okay, là, c'est intéressant ici parce qu'on va voir que CSI Bridge va utiliser cette largeur-là de voie pour définir ce qu'on appelle des floating lanes. Okay? Donc, c'est important ici, 3.25, c'était, je crois, la largeur de nos voies à peu près. Donc, je vais le laisser à 3.25. Et ensuite, ici, vous avez Analysis and Design, vous avez des options. Donc, moi, je les enlève afin de diminuer le plus possible le nombre de combinaisons de charges que CSI Bridge va définir par défaut parce que ça devient très très lourd lors de l'analyse, même pour un petit pont simplement supporté. Une petite chose à ne pas oublier, donc au niveau de la Live Load véhicule, ok, je vais venir sélectionner seulement le CL625 Truck, il m'a mis je sais pas où, ici. Okay. Donc, je crois que CSI Bridge va utiliser ce que je définis ici pour sa moving load. Tous ces camions-là vont quand même être définis, mais pour la moving load que CSI Bridge va définir par défaut, je crois qu'il va utiliser seulement ce camion-là. Donc, voilà. On peut faire OK. Et là, vous avez votre pont. Donc, si vous voulez voir ce que ça donne en 3 dimensions, ou Extrude, donc vous allez dans le petit onglet, là, le petit crochet, dans l'onglet Home et dans la section View. Et là, vous pouvez faire Apply, donc vous allez avoir un pont. OK. C'est un très beau pont. Donc maintenant, vous voyez que ce pont-là, normalement, mes poutres principales devraient être espacées à 3.4 mètres. Donc, vous pouvez faire le calcul ici. Donc, dans la direction de Y, je suis à moins 5.1 et à 1.7. Donc, 5.1 moins 1.7, ça fait 3.4. Donc, mes poutres sont bien espacées à 3.4 mètres en fonction des dimensions que j'ai intégrées au début dans la définition du tablier. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder comment CSI Bridge a défini les différents paramètres que, lors de notre modèle grillage, on avait défini manuellement. Donc, si on se promène de gauche à droite, donc première chose, layout, on voit qu'il y a une bridge layout line qui a été définie. Donc, si on regarde comment elle a été définie, donc position centrale, donc on voit que l'origine est au centre du pont et que cette ligne-là se termine à 32 mètres, donc c'est bien. OK, donc je ne vous suggère pas de changer la position de la ligne qui a été définie par défaut. OK, donc si vous voulez créer des voies manuellement, créez-vous une deuxième BLL et ensuite faites-y référence pour la création de vos voies au lieu de bouger la Bridge Layout Lane 1. Laissez-la là par défaut. OK. Ensuite, si je vais voir au niveau des voies, donc malgré le fait que j'ai un pont qui est 12.7 mètres de largeur et que j'ai défini qu'une voie avait 3.25 mètres, on dirait que CSI Bridge a seulement défini une voie. OK, donc on l'a vu cette voie-là avec la vue en 3 dimensions, je crois. Là, le rose, là, ça c'est notre voie. Vous avez, si vous faites OK, petit problème de vue. Ah, OK, donc vous avez ici en rose, c'est la voie que CSI Bridge a définie. Mais est-ce que CSI Bridge a vraiment défini juste une voie? On va aller regarder. Donc, dans Layout Line, dans Layout, je veux dire, et Lane, vous allez dans... Bon, il y en a seulement une. On va aller faire modifier. Donc, vous avez la couleur ici. Donc, on voit que... OK, on a défini une largeur de voie qui correspond premièrement à 11.938. Et ça ressemble pas mal à la largeur si on enlève l'épaisseur des parapets. On a 12.7 par exemple, on a des parapets de 0.45 mm de large. Ça nous donne 11.8. Voilà. OK, donc CSI Bridge a enlevé une certaine largeur pour le dispositif de sécurité, soit en acier, soit en béton. OK. Donc notre voie, elle est centrée à partir de notre BLL1. OK, c'est pour une largeur de 11.938. Par contre, si on regarde ici, floating lane. OK? Donc, on a 3 floating lanes à l'intérieur de cette largeur-là. Okay? Donc, si on regarde ici, define floating lane. OK? On a 3 floating lanes de 3.25 mètres de large définis à l'intérieur de la voie numéro 1, de la lane
OK? Donc ça, c'est très intéressant comme fonction, ce qui fait en sorte que à l'intérieur de la largeur qui a été définie de 11.938, CSR Bridge va faire passer, donc va mettre 3 voies de 3.25 mètres de large à l'intérieur de ce 11.938 mètres de large. C'est super intéressant. Donc, lors de notre modèle grillage, on avait vu qu'avec 3 voies, c'était plus proche des résultats qu'on avait eu avec la méthode simplifiée. Donc, je vais regarder qu'est-ce que ça me donne par défaut. La définition des voies de CSR Bridge. 3 voies, c'est tout à fait correct. Donc, je vais garder ça comme ça. OK, donc ensuite, si on va dans le component, évidemment, bon, vous avez les matériaux qui ont été utilisés pour définir chacun de vos sections. Ensuite, vous avez les frame properties. Donc là, vous en avez une panoplie. OK, vous allez retrouver évidemment les poutres qu'on a définies, qu'on avait besoin pour définir notre tablier. OK. Ensuite, vous avez votre bridge section qui apparaît maintenant, étant donné, avec le modèle grillage, ça, c'était pas disponible. Maintenant, ça l'est. Donc, qu'est-ce qui se passe ici, par exemple, avec le bridge section 1? Donc, ici, vous pouvez venir changer. Si vous avez fait une erreur, par exemple, sur l'épaisseur de votre tablier, ou vous voulez, par exemple, rajouter des poutres à l'intérieur, si vous voulez avoir 3 poutres intérieures au lieu de 2, mais vous pouvez tout remodifier la configuration de votre tablier, même une fois le modèle généré. Okay? Vous n'avez pas besoin de recommencer au début. Okay? Donc, toutes vos options sont ici. Okay, ensuite, ce qu'on voit dans l'onglet Component, Superstructure, okay, au départ, on était sur la Deck Section, okay, Bridge Section 1, mais vous pouvez également regarder comment CSR Bridge a défini les diaphragmes, par exemple, ou les contreventements en français. Donc, vous en avez un de défini, CFV. Donc, si on regarde ici, donc vous avez 4 types de diaphragmes. Donc, vous avez solide, cord and brace, c'est contreventement. OK. Single beam, c'est par exemple une poutre, ceux qu'on voudrait probablement appliquer aux extrémités. Et ensuite, vous avez, disons, la configuration de votre contreventement que vous pouvez choisir, donc en X ou en V, etc. OK, donc ça c'est bien. On va laisser comme ça. OK, puis vous avez ensuite, donc disons que pour notre exercice 4.1, le deck section et diaphragme, ça va. Et ensuite, vous avez l'information sur ce qui a été défini pour vos appuis. Donc si on regarde pin, par exemple, ça va être très très simple. Donc vous avez différentes translations qui sont fixes, puis la rotation qui est free. Ça c'est pour l'appui pin. Puis si vous avez roller, vous allez avoir les translations qui sont permises par rapport à ce type d'appui-là. OK, donc maintenant, ça c'est juste pour définir vos éléments. Pour aller les appliquer, évidemment vous avez votre bridge section qui est très importante à définir. Mais ensuite, par exemple pour les contreventements ou d'autres choses comme ça, il va falloir aller dans l'onglet Bridge. Donc on va aller dans l'onglet Bridge, on va sauter Loads, on va tout de suite aller dans Bridge. Et là, vous allez voir ici, bon, Bridge Object 1, je crois. Oui, Bridge Object 1. Et là, ici, vous avez différents éléments qui ont été définis. Donc, si jamais vous avez des tabliers qui sont différents pour une travée à l'autre, donc ça serait ici, par exemple, que vous auriez, par exemple, span 1, ça serait telle section, OK, ou tel appui, etc. OK. Et ensuite, vous pouvez changer certains éléments. Par exemple, si je voulais, ben là, ici, il y a Bent. Bent, c'est une pile. Non, on n'a pas de pile, on a un pont simplement supporté. Mais nous, si on voulait changer, par exemple, les contreventements aux appuis, OK, il faudrait trouver où est-ce que c'est. Donc, si je regarde au niveau, donc je vais fermer ça, vous allez voir ici Span Item, vous avez Diaphragm, et là, on voit que CSR Bridge a positionné 5 diaphragmes. 5. 1, 2, 3, 4, 5. OK, donc si je regarde sur ma vue en 3D, 1, 2, 3, 4, 5, donc les 5 qui sont définis ici, c'est pour les in-span. Voyez-vous là? In-span Cross Diaphragm Assignment. Donc c'est pas, ça ne contient pas les appuis ou les diaphragmes aux appuis. OK? Donc, ce que je vais faire pour pouvoir les modifier, eux, donc je vais aller dans Bridge Object 1. Et là, je vais aller dans Abutment.
Modify Show. Et là, je trouve ici Start Abutment, Diaphragm Property. Donc, pour les contreventements aux appuis, ok, c'est à travers les Abutment Assignment qu'il faut aller. Donc, si vous avez, bon, par défaut, il a mis le CV, le CFV, ok. Donc, rien qui nous empêche d'en créer un autre. Donc, on va faire Add New Diaphragm. Ok, je vais l'appeler Single Beam. OK. Et ici, voyez-vous, je vais sélectionner Single Beam. OK. Et là, je vais venir chercher ma poutre qu'on avait définie au départ. Hein? Bon. Et là, je dis OK. OK. Et là, je vais venir sélectionner Single Beam. Même chose pour le End Abutment. Je vais mettre Single Beam. Donc ici, vous pouvez également jouer avec les paramètres d'appui. OK, donc vous avez des appuis roller ou pin, etc. Mais pour l'instant, je ne toucherai pas à ça. Donc normalement, mon modèle devrait s'ajuster et on devrait voir apparaître des poutres aux extrémités. OK, donc vous voyez qu'aux deux extrémités, maintenant j'ai une poutre de rive. Bon, là, elle est placée dans le haut, là, mais bon. De toute façon, ça arrête. Le diaphragme d'origine était tout à fait correct. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir dans Loads, qu'est-ce qui a été défini avec ce modèle-là. Donc, au niveau des véhicules, vous allez voir que toute la liste de véhicules a été incorporée au modèle. OK. C'est correct. On va regarder, bon, véhicules, vous avez tous les véhicules. Au niveau des classes, vous avez tous les mêmes véhicules. Vous avez également une classe qui s'appelle Véhicule 1, qui comprend seulement le CL625 Truck. Donc, OK, parfait. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on a besoin ici. Donc, c'est bien important de savoir qu'est-ce qui a été défini pour valider au niveau des analyses. Donc, maintenant qu'on a, hein, on va de gauche à droite, donc on a tout vérifié, tout compris ce que CSI Bridge nous avait défini par défaut. Hein? Toujours pratique. Donc, au niveau de l'analyse maintenant, ou de l'onglet Analysis, donc, nous, ce qui nous intéresse, là, on est au chapitre 4, c'est l'analyse pour la charge routière. Okay, donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous a fait comme Moving Load. Donc, Moving Load, vous avez un seul cas qui a été défini. Et qu'est-ce qu'on a ici? OK, donc vous avez véhicule 1. OK, donc moi, je vais ajouter le coefficient de majoration dynamique. OK, puis ensuite, vous avez ici, voyez-vous, là, les floating lanes sont ici, à l'intérieur de la lane 1. Donc ça, c'est parfait. Les trois sont sélectionnés. Et je vais ajouter aussi le coefficient de voies multiples chargées, selon la norme S6. Donc là, moi, je suis content. Là, c'est tout ce que j'ai besoin. Donc, minimum lane loaded, je vais en mettre 3. Mais de toute façon, il va toutes les loader. Lane loaded. Donc, on va regarder ce que ça donne avec par défaut. Donc, je vais faire OK. Yes. Bon, on va leur vérifier. 1.25, tout est beau. OK. Ensuite, dans l'onglet Analysis, je vais prendre le temps de regarder ce que le logiciel va faire comme analyse parce que ça pourrait être assez long. Donc, vous avez Results Saved for All Moving Load Cases. OK. Donc, on a les déplacements, les réactions, les forces. Et ensuite, on a des contraintes dans les plaques, etc. Solid Stresses. Donc, nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est juste les moments dans les poutres principales. OK. Donc, pour accélérer la vitesse d'analyse, on va éliminer ce qu'on n'a pas besoin. En fait. OK. Donc, ce qu'on a besoin, en fait, nous, c'est Frame Forces. OK. Donc, on va laisser Select Group à All. OK. Donc, comme ça, ça devrait améliorer un petit peu la vitesse d'analyse. Donc, n'oubliez pas de sauvegarder votre modèle le plus souvent possible. Au niveau des Degree of Freedom, on pourrait probablement sélectionner Plane Grid, mais je vais le laisser par défaut, étant donné que c'est un modèle en 3 dimensions. Et là, ici, chose importante, vous avez un nombre assez impressionnant de
cas de chargement qui ont été définis pour vous. Ça, c'est très bien. Mais là, nous, ça ne nous intéresse pas. Donc, on va choisir ceux qu'on a besoin. Donc, Moving Load. Et je vous suggère fortement de sélectionner le modal. OK? Parce que. Donc, je vais faire Run Now. En fait, c'est parce que l'analyse modale est directement liée à des analyses dynamiques. Et je pense que pour les Moving Load, CSI Bridge regarde ce qui se passe au niveau du... Il y a comme besoin du model. Ça m'est arrivé quelques fois de juste sélectionner Moving Load et je n'ai eu aucun résultat. OK, donc on voit que ça fonctionne bien. On est déjà rendu à notre analyse pour la charge mobile Move One. OK. 12%, 34 et une fois 56, voilà. L'analyse est terminée. Donc maintenant, on peut regarder les efforts dans notre pont. OK, avec l'onglet ici. Ça ressemble à une enveloppe de moment d'un pont continu à 2 travées. OK, dans l'onglet Home, Display. Donc cette option-là n'était pas disponible avec le modèle grillage. Okay, parce que le modèle grillage est vraiment un modèle assez de base comparativement aux fonctionnalité du logiciel CSI Bridge. Donc, avec cet outil-là, c'est vraiment pratique pour aller voir les efforts. On n'a pas besoin de cliquer sur une membrure à quelque part avec le piton droit de la souris pour faire apparaître le diagramme. Okay, c'est beaucoup plus pratique. On commence à utiliser là, une partie du potentiel du logiciel. Okay, donc, par défaut, là, il nous a mis le combo modal. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est Move One, okay, donc notre charge mobile. OK. Donc, bon, vous pouvez sélectionner le type de force que vous voulez faire apparaître. Donc, nous, c'est des moments. Donc, ça, c'est bon. Il nous a mis ça par défaut. Moment M3. Mais là, il nous montre le moment pour le pont complet. Ça peut être très pratique si vous avez à définir le nombre de poutres que vous avez besoin. Mais ça, c'est juste pour la charge vive. Hein? Faut faire attention. Donc là, je vais aller voir. Mon objectif, c'est de comparer les efforts que j'ai avec ma méthode simplifiée et avec mon modèle grillage. Donc là, je vais aller voir ici. C'est important de sélectionner Girder, Interior Girder 1. OK, donc on a un moment à max pour une poutre intérieure de 2981. Donc, allons voir si ça correspond à ce qu'on avait déterminé auparavant. Donc, voyez-vous, Quick Bridge, Default Lane. Donc, les floating lanes à l'intérieur d'une lane. Beaucoup de termes ici. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme valeur? 2981. Ça, c'est bon. 2981. Et ensuite, pour une exterior girder, donc right exterior girder, 3342. 3342. Donc, ça marche très bien. OK, donc, n'oubliez pas que même si vous avez une valeur différente pour une poutre intérieure que de la poutre extérieure, vous n'allez pas dimensionner vos poutres différemment. Toutes vos poutres vont être conçues pour les efforts max. Donc, par exemple, ici, avec la méthode simplifiée, on aurait utilisé 3651. Ici, on aurait utilisé 2911. Puis ici, on utiliserait 3342. OK? Donc, vous voyez que les analyses, dépendamment des méthodes qu'on utilise, il faut réfléchir un peu et décider est-ce qu'on va concevoir pour 3651 ou 3342. À vous de voir. Donc ça, c'est pour l'état limite ultime. OK? Donc ça va être pour la conception. On peut peut-être regarder comment utiliser CSI Bridge pour les flèches dues à la surcharge de camion. OK? Donc l'état limite de service 2. OK? Donc, c'est un petit avant-goût. Je ferai quand même des calculs manuels pour vérifier ce que j'obtiens avec le logiciel, mais quand même, il est probablement fort possible d'avoir quelque chose d'assez précis avec ce qu'on a déjà de défini. Donc, si on regarde au chapitre 2, et au niveau des coefficients, donc on a ici pour l'état limite de service ou l'état limite d'utilisation numéro 2, donc on a un coefficient de pondération de 0,9 pour la charge transitoire. OK? Évidemment, pour le camion, on a le coefficient de majoration dynamique. Donc, si on veut intégrer ça dans un logiciel, au lieu de faire des calculs manuels ou en complément de calculs manuels, hein, bien suggéré. Donc, selon ce qu'on a vu au chapitre 5 pour les ponts en acier, OK,
on doit vérifier la flèche due au passage d'un camion à l'intérieur des 3 voies, OK? Soit dans le milieu du trottoir, c'est un trottoir, ou sinon le plus près du garde-fou, OK? Ou du chasse-roue. OK, donc on va essayer de faire ça. On va avoir une idée de parce qu'on voit ici qu'on peut faire apparaître les déplacements. Là, les déplacements ici sont peut-être un petit peu exagérés parce que c'est pour l'état limite ultime. Donc on va avoir besoin de définir un nouveau load case, moving load. OK, donc on va commencer par ça. Donc je vais débarrer mon modèle. Et là, je vais aller dans Analysis. Et là, ça me permet de copier. Je vais copier celui-là. OK. Et je vais l'appeler état limite d'utilisation 2. Donc, j'ai mon véhicule ici. Donc, coefficient de majoration dynamique, mais normalement, je devrais pondérer. Bon, je pourrais pondérer ma valeur par après, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la déflexion. Fait que je ne vais pas pondérer une déflexion après. Donc, je vais intégrer 0.9 fois 1.25 ici. Ça me donne 1.125. OK? Évidemment, c'est juste un petit avant-goût. OK? Vous devez faire des calculs manuels pour valider vos réponses. Et ensuite, on va spécifier pour ça, pour cette combinaison-là, de charger une seule voie. OK? On va essayer de voir ce que ça donne au niveau des déflexions. Donc, maintenant que j'ai mes deux cas, donc je vais rouler mon analyse en n'oubliant pas de sélectionner ce qui m'intéresse. On se revoit dans 2 secondes. Donc, l'analyse a été complétée. Donc, je vais regarder premièrement qu'est-ce que ça a fonctionné. Le fait que j'ai spécifié une voie chargée minimum puis une voie maximum. Je devrais avoir des efforts beaucoup plus faibles que pour l'état limite ultime. On va aller voir ça. Donc, si je compare, donc ça c'est pour le pont complet, j'imagine, donc 9982. Et on tombe à 3743 kN pour le pont complet. Donc, ça semble être un petit peu plus... ça semble fonctionner. OK. Je vais pouvoir maintenant sélectionner, par exemple, étant donné que ce pont-là, ben, ça dépend, il y a un trottoir, mais je vais regarder au niveau... je vais regarder la déflexion au niveau d'une poutre principale extérieure. OK, donc, right exterior girder. OK. Au niveau du déplacement. Donc, j'ai un déplacement ici en mètres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le changer directement dans cette fenêtre-là et non pas la fermer. Donc, j'ai 50 mm. 50 mm de flèche, OK, de déflexion. Donc, comme on a vu au chapitre 2, donc selon le ministère du Transport du Québec, on aime bien avoir une flèche qui est inférieure à L sur 1000. Ça veut dire que dans le cas d'un pont de 32 mètres, ça serait évidemment 32 mm. Ça semble un petit peu trop ce qu'on a ici, mais n'oubliez pas que pour le calcul de la flèche, OK, la norme nous exige de vérifier la vibration. Et si vous regardez dans vos notes au chapitre 2, OK, vous avez ici un petit graphique. Donc, vous avez par exemple la flèche statique qu'on vient de déterminer ici pour la surcharge routière et la première fréquence de flexion. Donc, je ne vous dis pas que ce que je fais là est bon à 100%, mais ça nous donne quand même un point de repère, une référence. Je ferai le calcul à la main pour vérifier quand même. Puis, n'oubliez pas ici que vous avez avec le mode 1, on vous donne la période. OK? Vous pouvez aller chercher votre période. Là, on ne me l'affiche pas ici, mais on la voit ici en haut. Là. T, mode 1, fréquence 1.56. OK? Évidemment, la fréquence, elle est calculée normalement avec les méthodes manuelles. Elle est calculée avec le poids total. Donc, ça comprend le poids de la surface de bitume, les parapets, etc. Alors qu'ici, on a juste un pont brut. Donc, je vous dis, là, c'est pas parfait ce que je fais là, mais ça nous donne un point de départ
ou un point de comparaison avec un calcul manuel, par exemple. Donc 1.56 au niveau de ma fréquence, je suis à peu près ici. OK. Et ma flèche statique, elle est à 50 quoi? Donc 56 mm à peu près. OK, donc je suis ici. OK. Donc, au niveau des vibrations, OK, donc vous avez un côté admissible et inadmissible, mais en fonction de différents types de ponts. Donc, vous avez avec trottoir et sans trottoir. Donc, si j'ai un pont sans trottoir, OK, je suis dans les limites admissibles par rapport à la vibration. OK? Avec trottoir et circulation piétonnaire occasionnelle, je serai également correct. OK? Donc, ça peut vous donner une certaine valeur pour l'état limite d'utilisation d'eau. Vous avez également l'option de faire apparaître vos camions dans une vidéo avec le multi-step statique, comme j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Donc je vais l'essayer ici avec mon Quick Bridge. Donc j'ai défini ici dans l'onglet Load, Dead Load, DL, Load Pattern. Donc un nouveau véhicule live, puis ensuite j'ai décidé de faire passer mes camions dans les 3 floating lanes. Donc l'option est possible. Donc ici je vais faire forward, forward, backward, forward. On va voir ce que ça donne. On va voir si ça fonctionne. On va aller dans File. Donc, Create Multi-Step Animation Video. Voilà, Save. Donc, multi-step statique. Show véhicule. Oh! Ouais, ça semble fonctionner, mais on dirait qu'un véhicule qui sont accrochés, mais bon. Voilà!